Dans cette vidéo, nous allons voir d'autres types de cristaux que les cristaux métalliques qu'on a vus dans les vidéos précédentes. Les cristaux qu'on va voir seront les cristaux covalents, les cristaux ioniques et à la fin les cristaux moléculaires. On va commencer par les cristaux covalents. Donc les cristaux covalents sont en fait des cristaux dans lesquels les liaisons entre les atomes sont des liaisons covalentes. On va voir un premier exemple qui est l'exemple du diamant, une variété allotropique. On dit une variété allotropique pour dire une variété cristallographique, donc les différentes formes d'existence de l'élément sous forme cristallographique. Pour le carbone. Alors le carbone, eh bien, il peut exister sous deux formes. Alors en fait, voilà, c'est les deux formes principales pour lesquelles on peut le trouver, hein, le diamant et le graphite. Et la composition chimique de ces corps est exactement la même, c'est du carbone pur à chaque fois, mais c'est l'arrangement des atomes au sein de la matière qui va faire qu'il y aura des propriétés qui ne seront pas du tout les mêmes et qu'on a même l'impression, comme ça, que c'est vraiment deux choses très différentes, alors qu'en fait la composition chimique est exactement la même, c'est seulement l'organisation des atomes qui change. Alors vous voyez, le diamant, bon, on est habitué, hein, on peut le tailler, c'est quelque chose de transparent, bon, qui est pierre précieuse, hein, historiquement, mais voilà, lié à son grand indice de réfraction, donc à sa brillance. Et l'organisation des atomes, on verra, c'est particulier. Et le graphène, ou le graphite, on dit aussi, hein, qui est une autre organisation des atomes de carbone dans l'espace. Alors, commençons par le diamant, qui est une molécule que je vous demande enfin une variété cristallographique que je vous demande de connaître également par cœur, pas pour elle-même, mais uniquement parce que son organisation se retrouve dans plein d'autres structures et qu'il est tout à fait probable qu'au concours, par exemple, si on vous fait étudier une structure particulière, elle peut s'inspirer beaucoup du diamant, hein, c'est une structure qu'on retrouve souvent. Alors qu'est-ce qu'on a dans le diamant? Donc c'est une structure cubique, au moins la maille élémentaire est cubique. On retrouve finalement une structure cubique face centrée. Si vous regardez bien, les 8 sommets sont occupés par des atomes et les 6 faces également, le centre des 6 faces est occupé par un atome. Mais il y en a plus et il y en a en fait 4 supplémentaires. Et quand vous regardez comment sont ces 4 supplémentaires, ils occupent la moitié des sites tétraédriques de la structure CFC. Vous voyez, il y a ici un site tétraédrique occupé, un autre site tétraédrique occupé. Alors il y en a un devant mais qui n'est pas occupé et un derrière qui n'est pas occupé. Et puis pareil en bas, vous voyez que ces deux sites-là sont occupés, mais les deux qui sont ici et là ne le sont pas. Donc voilà ce qui se passe, hein, dans le diamant. C'est vraiment une structure cubique face centrée avec en plus un site tétraédrique sur deux qui est occupé et les liaisons carbone-carbone qui sont des liaisons covalentes à chaque fois avec partage d'électrons, hein. Voilà. La distance entre deux atomes, bon ça peut se recalculer, c'est, vous voyez, de l'ordre de 0,1 nanomètre, comme d'habitude, hein, c'est la taille d'un atome à peu près, et puis un angle entre deux atomes de carbone qui respecte la géométrie tétraédrique, puisque en fait on a une géométrie tétraédrique autour de chaque atome de carbone. Alors, à titre d'exercice et aussi de question de cours, hein, eh bien, je vous demande de faire, vous savez, la même étude que celle qu'on a déjà fait pour le cubique face centrée avant, mais de l'adapter pour le diamant. Voilà donc un cristal, et on va essayer de calculer donc la population de la maille, le nombre d'atomes, la compacité, la masse volumique, avec les données à votre disposition, hein. Tout ce que je vous donne, c'est le rayon d'un atome de carbone, la masse molaire du carbone et le nombre d'Avogadro. Donc avec tout ça, vous devrez vous débrouiller pour calculer ceci. Alors c'est un exercice que je vous laisse, et puis faites-le, cherchez, vous me direz ce que vous trouvez, et puis je corrigerai à l'occasion d'un prochain cours. Alors pourquoi c'est intéressant le diamant? D'abord parce que les liaisons carbone-carbone sont des liaisons extrêmement fortes. Cliver le diamant ou le tailler, c'est très difficile, puisqu'il n'y a pas un plan favorisé, toutes les liaisons sont fortes. Et le diamant, c'est le meilleur abrasif connu à cause de ça, hein. Il peut vraiment, c'est lui qui, enfin, c'est pas lui qui va se faire rayer ou arracher, c'est la surface sur laquelle il frotte, parce que les atomes seront probablement moins liés sur la surface qui frotte. Donc c'est pour ça que c'est le meilleur abrasif connu. C'est un excellent isolant électrique également. Il n'y a pas d'électrons libres. Et ils font au-dessus d'une très haute température, donc il faut monter à au-dessus de 4000 degrés Celsius pour le faire fondre. Voilà, il peut être utilisé dans des enclumes à diamant aussi pour obtenir des pressions extrêmement importantes puisque c'est lié, hein, il ne va pas fondre ou changer d'état au-dessus de pressions vraiment importantes.
C'est un conducteur thermique exceptionnel, un matériau à l'indice élevé à l'indice optique le plus élevé, hein, voilà, on peut faire mieux avec des matériaux artificiels, mais matériaux naturels, entre guillemets, c'est l'indice optique le plus grand qu'on connaît. Et il y a en fait pas seulement le carbone hein, qui peut cristalliser selon ce genre de structure, il y a d'autres éléments, le silicium qui est en fait qui a la même structure électronique externe que le carbone, donc c'est pas très étonnant, mais également le germanium, l'étain, voilà, qui peuvent cristalliser dans cette structure-là. Alors, le diamant, c'est une variété. Alors, évidemment, c'est cher, hein, ça a des propriétés intéressantes. Et maintenant, le graphite, c'est quelque chose de totalement différent. Voilà pourquoi, en fait, on étudie ces deux variétés, parce que à chaque fois, c'est du carbone, mais c'est très différent sur les propriétés. Alors, ça donne une structure en feuillet. En fait, si on détaille, je vais vous montrer le schéma ici tout de suite. Vous avez comme ça des plans de carbone avec une structure en nid d'abeille, hein. Les atomes sont liés comme ça et ça forme une structure plane en nid d'abeille. Et pour la structure du matériau, il faut 3 dimensions. Donc là, vous allez avoir plusieurs feuilles, entre guillemets, en nid d'abeille qui vont être en interaction les unes avec les autres. Alors ce qu'il y a d'intéressant dans cette structure, c'est qu'on a vraiment deux types de liaisons différentes qui coexistent. Au sein d'un plan, les atomes de carbone sont reliés vraiment par des liaisons de type covalente. C'est vraiment du partage d'électrons. Donc les feuillets sont en fait très difficiles à casser à cause de liaisons covalentes. Et là, par contre, on admet que par la structure en nid d'abeille, il y a des électrons libres. Donc au sein d'un feuillet, en fait, des électrons peuvent se balader. Il y a une délocalisation et des électrons libres, donc de la conduction électrique possible. Par contre, entre un feuillet et un autre en dessous, hein, entre deux plans, vous voyez la distance ici, c'est de l'ordre de 3 angstroms, donc 0,3 nanomètres. C'est à peu près 3 fois plus grand que la distance séparant un atome. Et les liaisons ici sont uniquement des liaisons de type électrostatique, de type Van der Waals en fait, hein. Dipôle électrostatique contre dipôle électrostatique. Et c'est ça qui va assurer la cohésion. Sauf que ces liaisons de Van der Waals sont en fait beaucoup plus faibles que des liaisons covalentes. Et donc, les plans sont très faiblement liés entre eux d'un point de vue énergétique. Ça veut dire qu'on va pouvoir assez facilement faire glisser les feuillets les uns sur les autres et détacher en fait un feuillet de son voisin du dessous. Voilà. Autrement dit, le graphène ou le graphite est un matériau qui se clive très bien ou qui en fait n'est pas solide parce que les feuillets peuvent glisser les uns sur les autres. Donc vous voyez comment les propriétés microscopiques d'organisation de la matière vont se traduire par des propriétés macroscopiques particulières. Alors ce qui est intéressant aussi, on peut remarquer, hein, c'est que c'est un matériau anisotrope. Tout ce que je suis en train de vous raconter, je l'ai mis au-dessus, donc vous pourrez lire. C'est un matériau anisotrope parce que, évidemment, ce qui va se passer dans un plan, donc dans n'importe quelle direction du plan, sera très différent de ce qui va passer dans les directions orthogonales au plan. En particulier, si vous mettez une différence de potentiel entre deux points d'un même plan, vu qu'il y a des électrons libres, vous allez avoir un courant électrique en fait, hein, dans un plan. Par contre, si vous mettez une différence de potentiel entre un plan et un autre, alors là, il n'y a pas de possibilité de passage d'électrons et vous allez avoir en fait un isolant. Donc vous voyez, suivant la manière dont vous mettez la différence de potentiel dans le matériau, vous avez de la conduction électrique ou pas. Donc c'est un matériau vraiment anisotrope, ça. C'est les propriétés intéressantes. Voilà, je vous laisse lire les autres propriétés que j'ai pu oublier, mais vous voyez comment finalement la nature des liaisons dans un solide conditionne vraiment les propriétés du solide et ses propriétés optiques, hein, parce que le diamant et le graphène, évidemment, c'est pas du tout la même chose. Il y en a un qui est totalement opaque et noir et l'autre qui est transparent avec un indice optique très élevé. Le diagramme après, c'est un diagramme qu'on appelle un diagramme de phase, qu'on a déjà vu, hein, où on place la température en abscisse et la pression en ordonnée. Et sur ce diagramme, on va représenter non seulement les états traditionnels hein, du carbone, vapeur, liquide, solide, mais également les variétés cristallographiques, donc les domaines de stabilité de ces variétés-là. Voilà, quand est-ce que le diamant est stable ou le graphite est stable. Voilà, donc on peut représenter ceci. Vous voyez que la pression est en échelle logarithmique ici et qu'elle est en gigapascal, donc c'est des pressions extrêmement élevées ici. Donc, on peut se demander finalement qu'est-ce qui est stable à température et pression ambiante comme variété du carbone.
déjà, c'est pas le liquide et la vapeur, hein, parce qu'il faut monter à température au-dessus de 4000 Kelvin, hein, vous voyez, pour avoir du liquide. Voilà, mais donc 1000 Kelvin, c'est là. On va dire qu'on est autour de cette zone, hein. On est vraiment très proche ici à température ambiante. Donc on est dans le domaine solide. Et si vous regardez bien, on n'est pas du tout dans le domaine de stabilité du diamant, puisque le domaine de stabilité du diamant, vous voyez, diamant, diamant, il est au-dessus de cette ligne-là, ou bien de cette ligne-là. En tout cas, au-dessus des pressions qui correspondent à plusieurs gigapascales. Donc les gigapascals, c'est bien au-dessus de la pression atmosphérique. Ça veut dire que la seule structure stable du carbone, c'est le graphène, hein, à température et pression ambiante. Alors vous allez me dire qu'on trouve du diamant quand même, hein. Voilà, dans la Terre, on peut trouver des cristaux de diamant. Alors après, on les taille pour en faire des bijoux, mais il y a du diamant naturel. Alors on peut se demander d'où ça vient. Donc d'où ça vient? Eh bien, pour qu'il puisse se former, il faut en fait passer au-dessus de cette pression-là. Ce sont des pressions qui peuvent exister dans des conditions extrêmes, dans le manteau terrestre en fait, hein. Et le diamant peut se former là, lors des mouvements de manteau. Et puis, à l'occasion d'un autre mouvement de croûte, eh bien, ça remonte en fait. Et on peut comme ça récupérer le diamant, qui ne va pas se retransformer en graphène, parce que si vous regardez bien ici, on peut avoir du diamant métastable. Métastable, ça veut dire que même s'il ne va pas se former, le diamant qui existe ne va pas se transformer en graphène. Donc il va rester sous forme diamant, même à température et pression ambiante. Voilà. Par contre, il ne va pas se former spontanément, c'est-à-dire on ne peut pas transformer le graphène spontanément en diamant. Ce serait pratique, hein, voilà, mais ça rendrait le diamant probablement un peu moins précieux. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce que j'ai mis, hein. Vous avez à reprendre mes explications pour compléter ceci. Et on va s'intéresser maintenant à d'autres types de cristaux, que sont les cristaux ioniques. Les cristaux ioniques, contrairement aux cristaux covalents qu'on vient de voir, c'est des cristaux dans lesquels les éléments sont des ions et ils interagissent avec une liaison ionique de nature électrostatique. Donc prenons NaCl, hein, qu'on va voir juste après comme premier exemple de structure ionique. Eh bien, vous avez des ions Na+, et les ions Cl-, et puis c'est l'interaction électrostatique entre ces ions qui va assurer la cohésion du cristal. Alors il y en a plein, hein. On a CsCl, ZnS, CaF2, on verra. Quasiment tous les cristaux ioniques ont une forme cristallographique particulière, certains plus compliqués que d'autres, mais on va se limiter aux structures assez simples pour décrire cela. On va donc voir une structure de type chlorure de sodium, NaCl, qui est une structure assez simple, mais ça nous permettra de décrire tout ce qu'il faut savoir dans les structures ioniques. Donc la structure de type NaCl, elle possède les ions sodium, Na+, sur une structure de type cubique face centrée, comme on a déjà vu. Donc je représente ces ions, qui sont les ions Na+, sur une structure cubique face centrée. Voilà. Et ensuite, eh bien, il faut les ions chlorure. Alors ces ions chlorure, ils vont en fait se mettre sur sur un réseau cubique face centré également, mais décalé d'une demi-arête. Donc, on va retrouver en fait, si vous prenez par exemple cet atome-là, vous voyez, eh bien, en le translatant, il va se retrouver ici. Si vous prenez l'atome au centre de la face, en le translatant, il va se retrouver ici. Et en fait, si on regarde bien, on va retrouver un ion chlorure, Cl-, au centre ou au milieu de chacune des arêtes. Il ne faut pas oublier les mailles à côté, bien sûr, qui ont des ions sodium aussi et qui, par translation, vont donner des positions possibles pour les chlorures. Donc on va représenter ça. Voilà. Alors j'en oublie un. J'ai fait exprès de l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Vous voyez,
l'atome l'ion Na+, qui est ici, va donner un ion chlorure au centre du cube, hein, et donc il ne faut pas l'oublier, il faut y penser, celui-là qui est juste au milieu du cube. Voilà. En fait, au centre d'un site octaédrique de la structure des Na+. Voilà. En fait, tous les sites octaédriques sont occupés, on peut le voir aussi comme ça. Tous les sites octaédriques de la structure créée par les Na+, sont occupés par des Cl-. Donc voilà la structure, la maille élémentaire de la structure chlorure de sodium. Et après, vous répétez ça dans tout l'espace, hein, et ça vous donne donc la structure du cristal ionique. On va faire une petite analyse de ce cristal. Donc on va voir le nombre de Na+ par maille. Alors ça c'est facile, puisque les Na+ occupent finalement un réseau cubique face centré. Donc on a déjà fait ce calcul-là, je vous le refais quand même. 8 ions Na+ à chaque sommet, qui comptent donc pour 1/8 dans la maille, plus 6 qui sont au centre de chaque face, qui comptent pour 1,5 dans la maille. Il y en a donc 4. Le nombre de Cl- par maille, combien y a-t-il de Cl-? Alors, il y a 12 arêtes, avec chaque fois un Cl- dessus, et chaque ion Cl- sur une arête compte pour un quart, puisque chaque arête se partage entre 4 mailles. Et il ne faut pas oublier celui qui est au milieu, qui compte pour 1 dans la maille. Donc 12 fois 1 quart plus 1 qui vaut 4 également. Alors si on n'avait pas trouvé 4, on aurait eu des raisons de s'inquiéter. Pour une raison simple, c'est que dans un cristal ça représente un solide, donc dans un cristal ionique, on doit avoir électroneutralité. Parce que comme ça représente un solide, quand on le répète dans l'espace, il faut que le solide soit électroneutre. Un solide ionique n'est jamais chargé, ça vous le savez bien, puisqu'on l'a vu dans le chapitre sur la précipitation. Donc il est tout à fait rassurant qu'on trouve exactement le même nombre de cations et d'anions par maille, ici, puisque y en a un qui est chargé plus, l'autre qui est chargé moins, il n'y a pas de coefficient numérique différent de 1, donc on doit trouver le même nombre pour que le cristal soit électroneutre. Alors on le met ça, hein. Le cristal est bien électroneutre, ce qui signifie autant de charge plus que de charge moins. Ensuite, dans ce cristal, on peut faire un petit peu de géométrie, en particulier trouver le lien entre les rayons ioniques et le paramètre de maille A, bon, A étant la longueur d'une arête comme à chaque fois pour les structures cubiques. Alors là, comment on fait? On va mettre en rouge la chose la plus importante dans les structures ioniques. Dans ces structures-là, on peut se demander finalement ce qui est tangent, puisqu'on modélise les ions comme des sphères, exactement comme avant. Eh bien, qu'est-ce qui est tangent? Dans toutes les structures ioniques qu'on étudie, dans une structure ionique, c'est toujours un anion et un cation qui sont tangents. Plus exactement, ce sont un anion et un cation plus proches voisins qui sont tangents. Si c'est une structure compacte, bien entendu, hein, mais si on ne vous précise rien, c'est que ça l'est, et il faut partir de cette hypothèse-là. À partir de là, eh bien, on peut étudier la chose. Si je prends, par exemple, cet anion-là, Cl-, où sont ses plus proches voisins cations? Alors, on peut se dire, il y a deux possibilités, hein. La première, c'est celui-là, sur une face. Sur n'importe laquelle des faces, on retrouve les voisins, hein.
ou bien c'est celui sur un sommet. Alors là, il ne faut pas avoir fait beaucoup de géométrie pour voir que cette distance-là, c'est a sur 2, et cette distance-là, c'est racine de 2a sur 2, et donc c'est plus grand. Par conséquent, le plus proche voisin de cet anion vert, eh bien, c'est un cation sur une face. Par conséquent, en fait, l'anion et le cation vont être tangents le long de cette droite. C'est là où sera le point de tangence entre ces deux éléments-là. Donc, puisqu'on a ça, eh bien, on peut dire que R plus R-, R plus étant le rayon du cation et R- le rayon de l'anion, va être égal à cette distance-là. C'est ce qu'on va mettre en dessous. R plus R- va être égal à la distance A sur 2, c'est-à-dire la plus courte distance séparant un anion et un cation dans le cristal. Voilà, évidemment, ce ne sera pas toujours la même chose en fonction du cristal, mais là, c'est ça. Donc, on a ça. Alors après, évidemment, on ne peut pas savoir ce que valent exactement R plus et R-. Voilà, il faudrait avoir d'autres renseignements, mais ça dépend vraiment de l'élément, du cristal ionique et tout ça. Donc ça, je ne précise pas, mais on peut l'exploiter si on a plus de données numériques. Et enfin, pour la masse volumique, si vous avez à calculer la masse volumique d'un cristal ionique, c'est défini comme la masse de la maille sur le volume de la maille. Le volume de la maille, pas de problème ici, c'est A au cube. Et pour la masse de la maille, eh bien, on va décomposer la masse des cations, la masse des anions, et puis voilà. Donc la masse par exemple pour le chlorure de sodium, hein, on ne va pas s'embêter, on va prendre la masse des anions. Donc là, c'est le nombre d'anions par maille, il y en a 4, multiplié par la masse molaire d'un anion, donc de Cl-. Bon, en fait, la masse molaire de Cl-, c'est la masse de Cl, hein, puisque l'électron qui est perdu, il pèse absolument rien. Et on divise par le nombre d'Avogadro pour avoir la masse de l'ion, et non pas la masse molaire. Et puis on ajoute la masse des cations. Voilà. Et donc on a finalement la formule pour la masse volumique. Donc ça fait 4 MCl plus MNA divisé par le nombre d'Avogadro fois A au cube. Alors, même remarque que la dernière fois, hein, attention aux unités si vous faites ce genre d'application numérique. Il y a souvent des petits problèmes d'unité. Mais voilà le principe de calcul et de définition d'une masse volumique en cristallographie pour un solide ionique. Alors, les structures de type NaCl, en fait, il y en a plein. KBr, KCl, bon, vous les rencontrerez souvent. Là, je vous ai montré celle-là en cours, hein, mais il y en a d'autres, donc vous allez étudier en TD, ou bien à l'occasion des épreuves que vous allez faire pour lesquelles il y aura des structures un peu différentes. Voilà. Enfin, on peut étudier un type de cristal bien différent, qui sont les cristaux moléculaires. Donc, ce qui cristallise, c'est plus des ions, c'est plus des atomes, ce sont vraiment des molécules qui vont s'organiser dans l'espace d'une certaine manière et donner un solide. Évidemment, les liaisons entre molécules, ça ne peut pas être des liaisons covalentes, ça ne peut pas être des liaisons métalliques, c'est des liaisons intermoléculaires d'une autre nature, qu'on a déjà étudiées, hein. C'est des liaisons de Van der Waals ou des liaisons hydrogènes. Donc c'est bien d'avoir quelques exemples, hein, de deux types de cristaux. Alors ces cristaux, à force de Van der Waals, on peut les trouver en général sur des éléments, des molécules pour lesquelles les forces de Van der Waals sont importantes. Alors le cas typique, c'est les dihalogènes, Cl2, Br2, I2, qui sont très polarisables. Donc il y a en fait des forces d'interaction importantes à basse température. Donc ça va donner finalement une structure qui va être solide, à basse température, vous allez pouvoir faire cristalliser ces molécules-là, les unes par rapport aux autres, donc ça va donner en fait un solide, hein, à chaque fois. Alors un autre exemple, c'est ce qu'on appelle la carboglace, donc le CO2 en fait, qui va cristalliser dans un réseau de type cubique face centré. Bon là c'est une représentation un peu sommaire, hein, mais vous voyez le centre de chaque, tous les sommets et puis le centre de chaque face sont occupés par une molécule de CO2. Et en fait tout ça c'est en interaction et en interaction de type Van der Waals. C'est ça qui explique que le CO2 puisse être solide en fait à température basse bien entendu, mais quand même à température
qui est pas le zéro absolu, hein, le CO2 peut cristalliser à température relativement élevée. Et les interactions de Van der Waals, en général, énergétiquement, c'est bien plus faible que les interactions de type réellement électrostatique ou covalente entre deux ions, par exemple. Et ça explique la faible cohésion, hein. On fera pas des solides très solides, entre guillemets, c'est-à-dire très cohésifs, avec ce genre de liaison. Et donc, ça se vaporisera facilement, ou ça se liquéfiera facilement, voilà. Ce sera des solides pour lesquels l'énergie à fournir pour casser le solide, casser les liaisons, sera en général assez faible. Et il y a d'autres types de cristaux intéressants, qui sont les cristaux à liaison hydrogène. Donc, lorsque vous pouvez avoir des liaisons hydrogène entre molécules, ça fait en général des liaisons un peu plus fortes. Donc, l'exemple typique, c'est H2O, hein, mais vous avez HF, NH3 aussi. L'exemple qu'on donne souvent, c'est H2S, qui a une température de fusion très faible et une température d'ébullition également faible par rapport à la température ambiante, hein. Alors que H2O, eh bien, ça a une température de fusion qui est de 0 degrés Celsius et une température d'ébullition de 100 degrés Celsius. Pourtant, c'est la même structure électronique. Donc, ce qui va changer, c'est vraiment les liaisons intermoléculaires qui sont beaucoup plus fortes, avec des ponts hydrogènes beaucoup plus forts entre H2O qu'entre molécules de H2S. Donc H2O va en fait avoir des liaisons entre molécules de H2O plus fortes. Et c'est ce qui explique la plus grande stabilité des structures solides et liquides de l'eau par rapport à H2S. Voilà, alors je vous rappelle comment ça se passe, hein, les ponts hydrogènes, c'est simplement, vous avez une molécule d'eau comme ça. Comme la molécule d'eau est polaire, il y aura un petit excès de charge moins sur l'oxygène et un petit excès de charge plus sur l'hydrogène. Et donc vous pouvez avoir comme ça des interactions directes de nature électrostatique entre O et H. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un pont hydrogène. Et vous en avez plein comme ça, dans le liquide, mais aussi dans les solides, donc en particulier dans la fameuse glace, la glace de l'eau, hein. Voilà, alors là, vous avez plein de structures de la glace. En fait, la glace, c'est un solide assez fascinant parce que l'eau peut s'organiser de plein de manières différentes en fonction de la température et de la pression. Vous avez un diagramme de phase extrêmement complexe que je ne vous montre pas, mais que vous pourrez trouver sur la glace. Et puis, l'un des exemples les plus classiques, c'est la glace de type diamant, hein. Donc là, on a représenté finalement plusieurs mailles, mais on retrouve une structure avec, vous voyez, les sites tétraédriques qui sont occupés, même si on a du mal à voir. C'est une structure de type diamant. Voilà, il y a un exercice qui reprend l'étude de cristaux moléculaires, hein, dans la feuille de TD. Et enfin, pour conclure, je voulais vous parler de choses vraiment importantes en cristallographie parce que on a vu sur l'exemple du carbone que l'organisation spatiale des atomes conditionnait vraiment les propriétés, mais c'est vraiment quelque chose qui se retrouve dans beaucoup de domaines, à la fois de la physique, de l'ingénierie et même de l'histoire, hein, comme vous allez le voir. C'est un exemple que j'aime bien donner parce que, en fait, voilà, ça peut déclencher un intérêt pour l'étude de la cristallographie. L'étain, en fait, il a une transition cristallographique qui est à température relativement faible, à 13 degrés, il va changer de forme cristallographique. Donc, au-dessus de 13 degrés, l'étain est sous forme d'étain blanc. C'est un étain brillant, avec une bonne cohésion. Voilà. Et en fait, en dessous de cette température-là, l'étain se transforme en étain gris. Et cet étain gris, il est tout simplement, en fait, cassant et friable. Ça veut dire qu'il n'a plus du tout les mêmes propriétés mécaniques que l'étain blanc qui peut servir en fait à faire l'histoire, hein, c'est des boutons, par exemple, les boutons d'uniforme de l'armée napoléonienne qui étaient faits en étain, parce que justement, il y avait ce côté brillant qui plaisait aux officiers. Le problème, c'est que à une température qui devient inférieure à 13 degrés, alors c'est pas directement 13 degrés, vous avez l'étain blanc qui est métastable, hein, mais en dessous d'une température probablement voilà en dessous de 0 degré, l'étain blanc se transforme spontanément en étain gris. Et là, par contre, les boutons ne tiennent plus, hein, tout simplement parce que l'étain gris a plus du tout les mêmes propriétés mécaniques. Et donc, en fait, l'armée napoléonienne a eu comme ça des problèmes d'uniforme à cause des boutons qui, en
fait, partait complètement, puisque c'était plus de l'étain blanc, donc on n'avait plus la même structure. Puis en plus, c'était moins joli. Ça, c'était peut-être moins le problème en Russie quand il faisait très froid. Et enfin, les variétés du carbone, il n'y a pas que le diamant et le graphène, il y en a plein. Alors il y en a le diamant et le carbone et le graphène pardon sont deux variétés vraiment naturelles, mais en réalité vous en avez plusieurs et vous pouvez même organiser les atomes, vous voyez, en structure un petit peu plus surprenante comme ça. En ce qu'on appelle des fullerenes, donc des molécules de C60 qui ont comme ça des structures un peu bizarres. Alors ça a vraiment un grand intérêt en recherche parce que c'est des molécules assez imposantes comme ça, qui ont des formes particulières. Et on peut faire des expériences d'électronique là-dessus, des expériences quantiques en fait, évidemment. Voilà, donc une variété amorphe ici. Et puis ça dont vous avez sans doute entendu parler, qui est en fait une structure de type nanotube. Donc, nanotubes de carbone. Et ça a des propriétés, en fait, lorsqu'on les assemble entre eux et qu'on en met dans du matériau, ça rajoute des propriétés de résistance mécanique particulièrement intéressantes, en plus de propriétés électroniques intéressantes si on étudie vraiment l'électronique de ces machins-là. Mais au niveau mécanique, c'est très utilisé, hein. Vous avez sans doute entendu parler des nanotubes de carbone qui sont ajoutés à certains alliages pour lui faire adopter des propriétés mécaniques. Voilà, donc tout ça pour vous dire que la cristallographie, c'est un domaine qui est assez ancien, hein, mais aussi un domaine vraiment d'avenir parce que c'est l'organisation des atomes qui va en fait permettre d'accéder à des propriétés électroniques ou mécaniques particulièrement intéressantes et de faire en fait des matériaux novateurs. Tout ça, ça n'existe pas dans la nature, bien entendu. On les fabrique et on les fabrique par des techniques de croissance moléculaire particulièrement avancées. Voilà. Donc c'est la fin de ce cours de TMA9 sur la cristallographie.